Le secteur de l'électricité du Cameroun connaît une nouveauté. Depuis le décret numéro 2026-160 du 4 mai 2026, l'entreprise Energy of Cameroun a donc changé de dénomination finalement. Eneo est transformée en société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. C'est la teneur de ce décret qui stipule en son article second qu'Eneo change de dénomination pour devenir Socadel. Cette acquisition apparaît dans un contexte marqué par des délestages en n'en plus finir. Pour les populations qui ne sont guère enthousiastes de ce changement de dénomination, le défi est tout autre, celui de garantir les jours et les journées sans coupure dans un pays rempli carrément et curieusement de barrages hydroélectriques. Si Socadel devra prendre le passif d'Eneo, doit-elle aussi hériter de ces délestages qui noircissent et obscurcissent le quotidien des Camerounais? Parlons de Loum. À Loum, justement, dans le Mongo, région du littoral, c'est une obscurité totale sur les relations entre le sous-préfet et le maire. L'autorité administrative a ordonné l'interpellation du maire jeudi dernier, créant une tension de grande ampleur pour des raisons officielles de gestion de mototaximènes de la ville. Loum a donc frôlé l'émeute. L'incident ouvre la sempiternelle question sur la collaboration entre sous-préfet et maire dans les communes. Qui fait quoi? Quand? Que disent les textes? Alors que la question reste posée, il se dégage également en filigrane le bénéfice, la notion du bénéfice. En clair, les populations de Loum bénéficient-elles de cette lutte de titans entre le sous-préfet et le maire de Loum? Et puis affaire Sinomart, le bourreau de Hombé Boya Arnaud aux arrêts. Dans un contexte marqué par la rareté d'emploi au Cameroun, doit-on tout supporter au motif d'une chance dans une entreprise? L'affaire Sinomat est-elle le rayon lumineux qui éclaire finalement le phénomène qui a envahi l'espace de travail camerounais? Madame, Monsieur, l'accent sera aigu et peut-être grave le temps d'une émission. Bienvenue à Accent 237 sur Balafon Télévision, le débat des esprits. Ils nous ont rejoints en plateau comme tous les dimanches. Honneur aux femmes. Docteur Marcel Simo, bonsoir. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais votre casquette de sociologue nous intéressera certainement. Bonsoir, docteur. Bien le bonsoir à vous, Xavier. Bonsoir aux compagnons que je laisserai le soin de présenter. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent sur votre petite écran ce soir. Et on devra surtout dire que vos couleurs sont aussi parlantes. Merci. Est-ce que c'est parce que le docteur Marcel Simo est une fille de Loum ou alors Loum Bon, est justement au programme ce soir? oui, Loum est au programme, rassurez-vous, et je suis une jeune fille de Loum. Ça, tout le monde devrait le savoir. Alors, il y en a qui vous écoutent ce soir. Oui, exactement. Et là, Est-ce que le fait que Loum soit à l'écoute ce soir, ça ne va pas altérer un tout petit peu votre jugement et surtout votre analyse, qui se veut neutre et surtout... Ça ne devrait pas. Oui. D'ailleurs, vous l'aviez dit à l'entame de vos propos, l'accent risque d'être un peu grave. Mais rassurez-vous déjà, permettez-moi de saluer le sous-préfet de la ville de Loum, parce que là, c'est ma ville qui est à l'écoute. Certainement. On lui passe également le bonsoir. Très naturellement, il est à l'écoute, ça je peux vous rassurer. Je salue également l'honorable Louis-Henri Gantia, parce que c'était également un fils de Loum. Ancien maire de Loum, actuel député. Ancien maire de Loum, voilà. Et je salue une fille, le maire de la commune d'arrondissement de Loum. Monsieur Guy Mesmin Wambo. Oui, parce que c'est le maire de ma ville. Donc, je ne peux que saluer ces trois personnes-là qui contribuent au quotidien, n'est-ce pas, au développement que nous voulons, que nous souhaitons à la ville de Loum. Donc, je les accompagne, ou du moins je les remercie pour le travail qu'ils font au quotidien. On aura surtout l'occasion. Peut-être qu'il y en a qui devraient faire beaucoup plus, mais déjà je les remercie. On va revenir sur la question et surtout sur Loum, parce que justement c'est au menu ce soir. Il nous a rejoint lui également, il est le président du réseau national des consommateurs du Cameroun, Francis Eyala. Bonsoir et bienvenue sur le plateau sur lequel d'ailleurs vous êtes habitué, Accent 237. Bonsoir monsieur Elon et merci de nous inviter une fois de plus sur votre plateau. Alors justement, l'une des questions au menu et avec laquelle nous allons ouvrir cette édition de Accent 237, c'est notamment ces changements qui sont apparus il y a quelques jours. C'était justement à la suite d'un décret présidentiel. Le président Paul Biya a donc signé un décret qui fait dorénavant de Eneo
ancien Eneo, nouveau Socadel, la nouvelle société avec l'État comme actionnaire unique. Un changement et surtout un décret qui intervient et qui laisse justement les langues se délier, suscitant moult commentaires et justement moult analyses. Parlant de ces analyses, nous vous en proposons une, celle d'un éditorialiste de Balafon Media, Jean-Paul Chouniat. Regardez et on revient. En installant le tout premier top management de la nouvelle société camerounaise d'électricité, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fixé à l'équipe dirigeante une feuille de route à la finalité de produire des résultats palpables. Surtout, celui d'offrir du courant en quantité et en qualité aux milliers de ménages et entreprises constamment sevrés de cette ressource dans le déroulement de leurs activités. Le ministre Gaston Elundu Esumba a prescrit entre autres missions l'augmentation des recettes, la réduction des charges, l'amélioration du recouvrement, la lutte renforcée contre la fraude, la généralisation des compteurs prépayés, la transparence financière et le paiement systématique des factures, avec résultats visibles pour les 100 premiers jours. Mais insistant surtout sur la stabilité du réseau, la réduction des pertes et le redressement financier de l'entreprise, croulant sous une dette abyssale de 700 milliards de francs CFA, héritée de la défunte Eneo. Voilà une mission noble pour 3 hommes d'expérience au parcours d'exception. Antoine Tchimi, ancien ministre des Finances, ancien président de la commission de la CEMAC, fin connaisseur des équilibres macroéconomiques et un expérimenté des réformes à grande échelle. Le directeur général Oumarou Amanjoda, ingénieur capé en centrale hydroélectrique, universitaire et maître de conférences, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Crédité de plus de 25 années d'expérience dans le secteur de l'énergie et par ailleurs, ancien directeur général adjoint de la défunte Eneo. Basile Kobna, économiste senior en énergie, c'est un vieux routinier, cumulant une expérience unique de près de 30 ans dans la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. Il est aussi crédité d'une parfaite maîtrise des mécanismes internes de notre système énergétique pour avoir roulé sa bosse tour à tour à la Sonel, AES Sonel et Eneo. Nul doute que ces 3 profils de l'emploi sont capables de diriger n'importe quelle entreprise au monde de production, de distribution, de commercialisation et même de transport de l'énergie électrique. Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, le fossé est réputé pour être très grand. L'opinion nationale l'a vu. Ces entreprises gouffrent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA de subventions de l'État injectées dans l'exploitation, sans produire le moindre résultat escompté. Et notre compagnie aérienne Camerco en est une parfaite illustration parmi tant d'autres, téléguidée par les interférences des membres du gouvernement dans leur gestion, les trafics d'influence, les milliards de factures impayées des administrations publiques. Le ministre Gaston Elundu Esumba fait donc bien d'être très exigeant et ferme dans sa feuille de route. En martelant en résumé en morceaux choisis, la situation n'est plus acceptable et le statu quo est désormais exclu. Je n'attends pas de vous des intentions, encore moins des rapports, mais des résultats visibles et mesurables. Aucune opacité ne devrait être tolérée. Ces nominations ne sont pas des récompenses, elles sont des missions de redressement. Vous n'avez pas droit à l'erreur. En clair, Paul Biya, par la voix de son ministre Gaston Elundu Esumba, a donc confié à ses émissaires de la Sainte Trinité une mission sous le signe de la rigueur, la transparence, pour implémenter une gouvernance de qualité à la Socadel. Mais au milieu d'une gabégie qui caractérise le gouvernement camerounais depuis des décennies, avec un train de vie princier de l'État, les dirigeants de cette entreprise publique parmi tant d'autres peuvent-ils se démarquer par des méthodes d'une gestion orthodoxe dans un système où la norme a été écartée et l'écart normalisé depuis fort longtemps? Jean-Paul Chouniat pour cette analyse qui nous ramène sur le plateau. Docteur Marcel Simot, c'est donc connu, l'équipe dirigeante de la Socadel, comme PCA, Antoine Ntsimi, qui est ancien ministre des Finances d'ailleurs. On a le DG Omaro Amadjoda, et puis le DGA, qui est Jean-Basile Ekobena, toutes, ou encore toutes des personnes qui sont véritablement rompues à la tâche, et on essaye de regarder leur profil. Question centrale, celle qui nous rassemble d'ailleurs. Eneo, qui devient donc Socadel, on se pose la question, dans un contexte où Eneo disparaît avec un passif pratiquement de 800 milliards de dettes, la question reste, est-ce que ce sera un nouveau départ ou alors ce sera certainement Socadel qui deviendra un Eneo avec un autre nom? J'ai envie de dire, déjà, je vais commencer par là, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Heureusement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre éditorialiste, et puis il a insisté sur la qualité de ces trois personnalités.
Donc vous comprenez, ou du moins vous convenez avec moi que rien n'a été fait au hasard. D'ailleurs, des gens en ont parlé lorsque ces 3 personnes ont été nommées par le chef de l'État, sous prétexte que non, on a dit c'est le mandat des jeunes et des femmes. Est-ce qu'ils sont des jeunes et des femmes? Non. Nous sommes dans un contexte extrêmement compliqué, ou du moins délicat. Il faut bien mettre cet élément-là en exergue. On est avec Eneo et on sait tout ce que nous avons vécu d'Eneo, d'ailleurs où nous vivons encore d'Eneo, parce que quand il dit on a vécu, on a l'impression que c'est terminé. Nous savons tout ce que nous vivons avec Eneo et c'est une analyse totalement négative. Je ne pense pas qu'il y ait un citoyen, malgré tous les efforts, malgré toutes les actions menées par l'État du Cameroun, malgré tous les barrages mis en exergue pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité du service par cette entreprise, on n'a pas eu des résultats satisfaisants. Est-ce que la non-atteinte de ces objectifs ou encore de ces résultats que vous parlez, est-ce qu'on va seulement imputer ça à Eneo? Est-ce que ce n'est pas également lié, par exemple, à la production, au transport, ainsi de suite? Exactement. Est-ce que Eneo prend seul la charge, notamment, de cet échec, entre guillemets? Exactement, j'y arrivais. C'est qu'à côté d'Eneo, on a la production, on a le transport. Et vous convenez avec moi que le Camerounais lambda, tout ce qu'il veut, c'est l'électricité dans sa maison. Tout à fait. Donc, quand vous lui parlez de... on a produit, mais on n'a pas pu transporter, ou alors l'entreprise en charge du transport est peut-être efficace, mais la production n'a pas été totale parce que la pluviométrie a été élevée, a été basse. Vraiment, c'était des discours que nous ne mesurions plus très, très souvent. On avait l'habitude de savoir que plus il pleut, plus on aura de l'électricité. Mais il est arrivé, et ça, il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, des moments où plus il a plu, plus on nous a quand même fait comprendre que plus la pluie et encore la pluviométrie est énorme, plus ça impacte sur la qualité de l'électricité. Donc, on a compris que le seul problème n'était pas Eneo, il y avait également la société de transport. Donc, aujourd'hui, on a une nouvelle entreprise. Et ce qui nous reconforte davantage, pour ceux qui nous donnent du sourire, c'est que c'est une entreprise qui connaît tous les mots qu'a connu l'ancienne entreprise parce qu'elle était tout autour et il y en a qui étaient même à l'intérieur. Donc, nous pensons qu'ils ont aujourd'hui, on ne va pas dire la baguette magique, mais ils auront l'étouffe nécessaire. Docteur Marcel Simot, Oui. est-ce qu'il y a une garantie? Parce que justement, quand on connaît que Eneo n'était pas seul responsable de cet échec, notamment de la politique d'électricité, est-ce qu'avec tout ce qu'il y a autour, entre la chaîne de la production, du transport jusqu'à la commercialisation, est-ce que quelque part on ne s'attendrait pas, au vu de quelques écueils qui entourent et qui émaillent la gestion, qu'on se retrouve dans les mêmes travers? Non, j'ai envie de dire qu'il y a une garantie totale, ça il faut le dire. J'invite les Camerounais à croire à cette nouvelle entreprise et à croire en ces 3 personnes qui portent ce nouveau projet-là. Je les invite vraiment à y croire parce que c'est des gens qui ont vécu l'ancien système, qui ont connu beaucoup de failles, ça il faut le dire. Et je crois qu'avec leur expertise et leur expérience, ils mettront, n'est-ce pas, à la disposition de la nouvelle entreprise des moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour pallier à ces éléments-là. Mais à côté de ça, je crois qu'ils vont également avoir l'écoute attentive parce qu'il y a des moments où on leur démontrait qu'aujourd'hui, oui, l'énergie hydraulique a sa place, mais maintenant il faut penser à une autre forme d'énergie aussi pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, aux aléas naturels que nous connaissons par moment. Et j'ose croire que ces 3 personnes sont suffisamment aguerries pour pouvoir nous apporter une énergie non seulement de qualité, mais constante, aussi de quantité. Merci. Alors, docteur Marcel Simot, rappelons que vous êtes communicant du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors qu'à l'instant, nous donnons la parole au président du Réseau national des consommateurs du Cameroun, Francis Eyala. Alors, Francis, vous avez également vécu, comme tous les Camerounais, cette mutation, adossée sur un décret présidentiel signé du président de la République, son Excellence Paul Biya, il y a quelques jours, qui fait désormais d'Eneo Socadel, c'est-à-dire qu'une entreprise étatique pratiquement. Mais c'est une entreprise qui hérite d'un passif de 800 milliards de francs CFA de dette finalement. Qui va payer la dette? Mais déjà, avant toute chose, je voudrais préciser que ma prise de parole sur ce sujet particulièrement n'est pas intitulée personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas... c'est l'organisation, le président. Même pas l'organisation, c'est l'ensemble des consommateurs qui ne peuvent tous être sur ce plateau en temps réel
pour exprimer, n'est-ce pas, donner de la voix sur tout ce qu'ils ont à dire, que je représente. Donc voilà, donc je porte la voix de tous les consommateurs ce soir pour parler en leur lieu et place. Donc l'ensemble de ce que je vais dire sur ce sujet. Alors, ils sont comptables. Est l'ensemble des informations, des renseignements, l'ensemble de tout ce qu'ils ont mis à notre disposition et que nous allons transmettre ici pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre la problématique, du moins ce sur quoi nous allons discuter le long de cette émission. Mais écoutez, déjà, mon propos, ou alors notre propos sera construit sur le triptyque état des lieux, offre et demande, Oui. premier point. Deuxième point, nous parlerons de la vie socio-économique au sein de cette entreprise, comment elle se porte réellement aujourd'hui, et nous allons sortir par le crime de Eneo sur les consommateurs depuis AES jusqu'à ce jour. Une belle structuration de votre propos. Et si on commençait par le début, état des lieux. État des lieux, il faut dire que, à l'heure actuelle, dire que 3 personnes ou 3 personnalités, fut-elle le PCA, le DG et le DGA, viendront régler la question de l'électricité au Cameroun d'un coup de bâton magique ou du jour au lendemain, c'est impossible, ce n'est pas possible. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Mais parce que le Cameroun a besoin aujourd'hui de 2500, monsieur, de 2500 mégas pour ce qui concerne la capacité ou alors la demande, je veux dire, aujourd'hui. C'est 2500 mégas en termes de demande. Est-ce qu'on ne produit pas cette Le Cameroun aujourd'hui produit puisque le Cameroun distribue l'électricité également. Le Cameroun produit aujourd'hui entre 800 et 1200 mégas maximum. Son maximum en termes de capacité installée aujourd'hui, c'est 1200 mégas. Mais maintenant, quand vous soustrayez, n'est-ce pas, sur les 1200 mégas, les centrales, j'ai envie de dire, qui fonctionnent à l'énergie fossile, je parle notamment de tout ce qui est KPDC, DPDC, donc nous soustrayons Kribi, la centrale à gaz qui est d'ailleurs en arrêt depuis quelque temps. Tout à fait. Kribi qui est en arrêt. Quand nous la sortons du grid et quand nous sortons également la centrale d'Ibamba du grid, vous voyez que nous chutons sur à peu près 800 mégas. Mais 800 mégas pour quelqu'un qui veut consommer 2500 mégas, vous voyez tout de même que ce n'est pas possible. Nous sommes carrément au tiers de la demande, s'il fallait le dire ainsi. Vu de ce point, simplement, sur le fait que nous devons, la demande est de 2500 mégas, et que nous n'ayons que entre 800 minimum et 1200 maximum qui soient disponibles, c'est-à-dire que même si on met à plein régime toutes les centrales qui sont construites aujourd'hui, et le thermique et tout, nous sommes à 1200. Vous comprenez qu'on ne peut pas couvrir. Vu de ce point, on est d'accord que ce n'est pas M. Timi ou je sais pas, le DG ou le DGA qui viendront donner l'électricité, ils viendront soustraire les délestages et, j'ai envie de dire, le rationnement de l'électricité. Ce n'est pas possible. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, le premier point. Le deuxième point socio-économique, c'est-à-dire que la vie d'Eneo aujourd'hui, enfin je vais dire de la Socadel aujourd'hui, est connue de plusieurs acteurs sur le terrain qui savent que c'est une entreprise qui a besoin fortement, mais alors très fortement, d'être restructurée à fond. Du moment où elle a connu un certain nombre de problèmes, notamment liés aux investissements, sur la qualité des investissements, sur la qualité des ouvrages qui doivent être mis en place pour permettre effectivement de produire en quantité et en qualité l'énergie électrique pour les consommateurs. Il y a eu, et vous le savez, plusieurs projets qui, jusqu'aujourd'hui, à terme, ne sont pas opérationnels. Je parle de Lompanga, je parle notamment de Memvele, qui ne nous apporte rien du tout. Pourtant, on y a mis beaucoup d'argent. À partir de ce moment, j'ai envie de vous dire que c'est un problème, un gros problème, qui fera qu'en réalité, il faut très rapidement prendre le taureau par les cornes pour permettre à la Socadel de refaire surface. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Ce que nous voulons dire est hautement important. Et nous voulons le mentionner, c'est que
les délestages vont s'intensifier. Alors, pourquoi vous le dites? Nous le disons. Est-ce que vous regardez dans la boule de cristal? Est-ce Non, que vous êtes magicien? Nous le disons Vous faites la prophétie? Nous le disons du haut de l'expérience que nous avons du secteur de l'électricité, mais aussi, je vous l'ai dit d'entame, que l'ensemble des informations que nous allons donner ici est l'ensemble des informations des consommateurs d'électricité recueillies de part et d'autre. Les délestages vont s'intensifier. Il y aura plus de coupures, il y aura plus d'absence d'électricité. Pourquoi? Mais du fait que la nouvelle équipe entrante, soit-elle forte, dynamique, pugnace, il faudra qu'on démontre absolument qu'elle est une équipe nulle, qu'elle ne s'y connaît pas, qu'il ne fallait pas forcément de nouvelles personnes, parce que ceux qui étaient là avant faisaient bien mieux leur travail que ceux qui arrivent nouvellement. La politique du si je ne suis pas là, alors rien ne devrait marcher. Oui. Moi ou personne. Il y aura donc un sabotage intensif des équipements et des installations de la Socadel. Et nous le disons, c'est le lieu ici d'inviter les services d'investigation, les services de renseignement, les services de sécurité, la police, la gendarmerie et même l'armée, de prendre le taureau par les cornes, mais surtout d'inviter les populations, les consommateurs à collaborer, à devenir eux-mêmes des veilleurs, les gardiens de leur électricité. Parce que je vous prends un cas de figure simple. Une équipe viendra dans un quartier déposer un transformateur, disant que ce transformateur n'est plus bon et qu'ils vont installer un nouveau, un autre qui est plus performant. Et ils vont mettre un vieux transformateur qui, au bout de 2 semaines, va exploser. Et dès que celui-ci a explosé, on viendra le déposer et on vous dira qu'il n'y a pas de transformateur disponible et celui-là va disparaître, il n'y aura plus aucun pour remettre et nous ferons 8 mois ou 9 mois sans électricité dans un quartier. Il s'agit d'un besoin pour ceux qui ont perdu la main sur Eneo de créer une sorte d'insurrection et amener les populations à aller dans les rues. On appelle cela un coup d'État scientifique. C'est l'héritage du président de la République, Paul Biya, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ses propres collaborateurs jouent contre lui et de manière très, très serrée. Et c'est connu, c'est notoire. Ils sont là, tapis dans l'ombre, dans toute l'administration, c'est connu. Et cette fois-ci, ils vont enfoncer le clou. Je l'invite pour Alors, nous. vous le dites avec tellement de certitude. Mais nous le disons avec précision. Vous savez, notre ton, on n'est pas modulaire, on est constant. Et c'est notre ton, celui-là. Alors, si on parlait maintenant, Francis Eyala, parce que vous avez structuré votre propos en 3 étapes. Alors, la troisième étape qui parle justement du péché, des manquements, des alors, c'est quoi? Le péché est là. Il y a quand même 8 000 milliards sur le compteur de trop perçus sur les consommateurs du fait de la tarification non conforme, la facturation arbitraire de l'électricité chez les consommateurs et surtout, mais alors le plus grave, c'est la non-homologation et l'étalonnage des compteurs électriques. La loi sur l'électricité est claire. Lorsque vous importez, la société d'électricité importe les compteurs d'électricité et qu'ils sont au port de Douala, ils vont direct à la métrologie légale qui est consignée au ministère du Commerce. Donc, l'État qui doit étalonner à l'étalon réglementaire les appareils de comptage, puis y mettre un poinçon et renvoyer les appareils à l'entreprise qui distribue l'électricité, qui va installer dans les ménages. Depuis 24 ans, cela n'est pas fait. AES ou même Eneo ont fait eux-mêmes l'étalonnage, d'importer leurs compteurs, de les étalonner à leur étalon, de leur volonté à eux, et aller les placer dans les ménages. Et après des études, on se rend compte qu'ils ont accéléré, ils ont augmenté la consommation des consommateurs d'environ 30%. Que faisait l'État pendant ce temps? Écoutez, est-ce que c'est un État qui était complice ou alors c'était tout simplement un État qui était désarmé, qui n'avait pas suffisamment les outils pour remarquer cela? La vérité, c'est que aujourd'hui, il y a un problème structurel grave en ce qui concerne les équipements qui doivent permettre d'étalonner que ce soit les appareils de comptage, de poids, de mesure et même le contrôle des prix sur le marché. Du coup, pas du fait du personnel, parce qu'il y a des gens chevronnés, formés, qui aujourd'hui, qui sont des inspecteurs vérificateurs, qui aujourd'hui sont devenus proviseurs dans les lycées et autres, qui travaillent dans des administrations connexes, alors qu'ils devraient être au ministère du Commerce et faire ce travail, malheureusement. Mais le plus grave problème, c'est celui des instruments.
Est-ce que le Cameroun dispose des instruments aujourd'hui? Nous voulons dire que même s'il en dispose, il est temps plus que jamais de partir d'une sous-direction de la métrologie légale logée au ministère du Commerce pour une autorité nationale de la métrologie légale, parce que la métrologie légale fait quand même partie des 3 piliers de la normalisation qui permettent justement que nous puissions avoir un État émergent. Il y en a 3. Le premier pilier, c'est la norme. Oui. Mais comment allez-vous faire la norme sans les mesures? Il faut d'abord les mesures. Au Cameroun, on a fait la norme en créant l'agence des normes. Mais l'agence des normes, elle fait comment? Elle fait de la magie pour écrire des normes sans les mesures. On devait d'abord faire la métrologie, parce que c'est elle les mesures, puis la norme, puis la conformité qui va venir effectivement contrôler et s'assurer que la métrologie est conforme aux normes qui ont été édictées et, n'est-ce pas, rédigées ou même alors mises sur pied par les institutions régaliennes. Merci Francis Eyala. Rappelons que vous vouliez certainement réagir, mais là on vous donne 30 secondes, juste 30 secondes. 30, oui. Je suis très ravie d'entendre mon confrère défendre les consommateurs, parce que pendant qu'on parle de consommateurs, j'en suis une. Oui. Mais ce que je voudrais, ou alors ce que j'aurais aimé qu'il dise, parce qu'il a parlé, mais il s'est refusé, moi je vais dire ça comme ça, de montrer la nécessité d'éduquer ces consommateurs-là, parce qu'il y a ce problème aussi. On ne va pas être extrêmement rabat-joie pour ne pas savoir qu'on a également l'un des problèmes des néos, c'était aussi le comportement des consommateurs. Par moment, on avait ce phénomène de son loulou que nous tous nous connaissons. C'est quoi son loulou? Pour ceux qui nous regardent à la maison. Je ne vais pas vous rappeler le phénomène de son loulou, mais c'est des endroits où vous partez dans une zone où tout le monde a l'électricité, mais personne n'a de facture. Oui. Personne ne paie. Permettez. Personne ne... Tout le monde va directement. Je vous en prie. Permettez. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'on a une nouvelle équipe qui arrive, on a une nouvelle équipe qui est mise sur pied. Et la première chose qu'il faudrait faire, j'admets et puis je respecte sa position, président des consommateurs. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il insiste également sur l'éducation de ces consommateurs. Parce que c'est très important. Si on continue, malgré les efforts que cette nouvelle équipe fera, si on continue encore à avoir l'esprit de son loulou, vous comprenez? Alors, rappelons justement que, parlant de ces... L'un des éléments importants sur la feuille de route du ministre, ce sont ces fuites. Ces fuites d'énergie ou à la facturation. S'il vous plaît. On ne peut pas se comporter, je dis, comme si ça ne servait à rien. Merci. On vous dit, vous partez à PK20, machin, il y a la lumière partout, mais il n'y a pas de compteur. Merci. Pour être tout à fait complet avec vous, madame, et sur la question, je voudrais réagir tout de suite en 2 secondes pour dire que les entreprises de métallurgie, par exemple, ou une cimenterie à Douala qui fonctionne un jour, consomment à peu près, pour les entreprises de métallurgie, à peu près ce que les ménages de la ville de Douala, en un jour, ce qu'elles consomment, c'est ce que les ménages de la ville de Douala consommeraient en 3 semaines. En 3 semaines. En 3 semaines. Alors, est-ce que cela exonère? J'arrive. Est-ce que cela exonère ces contrôles? J'arrive. Oui. Conclusion, dans tous les pays du monde, l'électricité est un bien social. Et la constitution du Cameroun est claire. L'électricité et l'eau sont des biens publics de base garantis par l'État aux consommateurs. Ça veut dire aux populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, où que le Camerounais soit sur le territoire, il doit avoir au minimum l'électricité. C'est pour ça qu'on parle de la subvention de l'État sur l'eau ou sur l'électricité. Alors, ce droit peut-il se justifier avec les sons loulous? Mais j'arrive, je voudrais vous dire, monsieur, que nous n'encourageons pas la fraude, ça c'est clair, mais nous disons que le Cameroun aujourd'hui est capable de délaisser tous les ménages sociaux consommer l'électricité gratuitement. Gratuitement. Ça ne poserait... Écoutez, vous allez nous expliquer. S'il vous plaît, ça ne poserait aucun problème tant que les entreprises qui, elles, utilisent l'électricité pour générer de la richesse payent au prix qu'il faut. La preuve, si vous prenez le nucléaire, tout de suite, vous verrez qu'avec le nucléaire, vous aurez l'électricité à peu près à 5 francs le kilowatt. 5 francs. Dans les ménages. Actuellement, on est dans les 75 et 100 francs. Nous, 79. Ils ont homologué à 79. Pourtant, les tarifs sont à partir de 50 francs CFA. Mais dans votre facture d'électricité, pour la majorité, vous êtes entre 50 ou 79 directement. Alors, à partir de ce moment, l'électricité nucléaire est la moins coûteuse.
La deuxième moins coûteuse, c'est l'électricité hydraulique. En réalité, le tarif jusqu'ici, avant la Sonel, était entre 25 et 35 francs CFA. Entre 25 et 35 francs CFA. Alors, Francis, laissez-moi sortir. Francis, allons-y, sortons en 30 secondes. Oui. Qu'est-ce qui a pu justement occasionner cette hausse? Mais écoutez, au moment de la privatisation de la Sonel, quand le chef de l'État, Paul Biya, a été approché par la Banque mondiale pour lui dire l'indice de rendement de la Sonel est à 70, alors que l'indice de rendement des entreprises d'électricité dans le monde, la norme voudrait qu'elle soit plafonnée au minimum à 80 pour indiquer que c'est une entreprise qui est prospère et qui peut générer de la richesse. Il a dit, OK, on va pour la... Ils lui ont proposé, quand ils lui ont proposé de présenter le tableau, ils lui ont dit, on propose que vous privatisiez. Il a accepté la privatisation. M. Nyat Ndifendi, de fin, a dit non. Il a dit au chef de l'État, non, on ne peut pas privatiser. Nous pouvons augmenter le prix de l'électricité de 5% sur les 35 francs qui sont payés et nous allons stabiliser, nous allons atteindre les 80%. Mais des mains sombres, des gens qui tirent les ficelles dans le noir, ont réussi à convaincre le chef de l'État pour nationaliser. Et quelques années après, il l'a déploré. D'ailleurs, il a dit en plein palais qu'il a été trompé sur la nationalisation de cette entreprise. Et quand on nationalise, quand on privatise, quand AES prend, vous savez ce qu'il fait? Il augmente le prix de 30%. Minimum. Alors qu'il fallait augmenter de 5%. De 30%. Mais jusque-là, l'indice de rendement reste à 70. L'entreprise n'est toujours pas entrée dans la norme requise par la Banque mondiale. On va plus loin. Eneo arrive, quand il prend à son tour. Il augmente le prix encore d'à peu près 15 à 20%. Et récemment, avec les entreprises qui sont consommateurs moyenne tension, donc tous ceux qui sont entreprises et autres, je crois qu'on a franchi le cap pratiquement des 20%. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On est encore au rendement, à l'indice de rendement, à 70%. On n'a jamais atteint les 80% 30 ans après. Pourtant, aujourd'hui, on a nationalisé. Merci. Nous sommes encore à l'indice de rendement à 70%. Merci, Francis. C'est de la mafia, c'est du vol. On comprend que c'est le président. Et je voudrais pour sortir, justement... Et pour sortir, vous avez épuisé. 2 secondes. Vous avez épuisé votre temps, oui. S'il vous plaît. Oui. Pour sortir, je voudrais vous faire remarquer que les 3 larrons qui ont été installés récemment... Le PCA, le DG et le DGA. Et notamment le DG et le DGA sont les prisonniers du président de la République. Mais ces deux messieurs qui ont plus de 30 ans entre AES Sonel et Neo sont des prisonniers qui doivent livrer leurs amis avec lesquels ils ont fait tous les micmacs dans cette entreprise-là. Merci. Et c'est pour ça qu'ils ont été mis là, pour eux-mêmes normaliser. Parce qu'en normalisant, ils seront obligés de livrer les complices. Merci Francis Seyala. Il nous a rejoint sur le plateau. Docteur Yambé Timba, qui est économiste et surtout en politique. Les deux casquettes, elles seront, on va le dire, consultées ou encore... on aura besoin de ces deux casquettes ce soir. Docteur Yambé Timba, vous allez bien? Il y a eu coupure chez vous? Alors justement, Eneo Socadel, désormais Socadel, voilà la nouvelle appellation, puisque l'État vient d'acquérir tous les droits en étant actionnaire unique de l'entreprise de production d'électricité ou encore de transport et de commercialisation d'électricité, Alors, après 25 ans, est-ce qu'on peut faire un bilan d'Eneo sur les fréquences des coupures, ainsi de suite, tout ce qu'il y a eu comme innovation, mais surtout un point qui fâche, les délestages. On vous a justement titillé à ce propos. Est-ce qu'on est parti pour ne plus connaître les délestages au Cameroun? Le regard de l'économiste. Bien sûr qu'on est parti pour ne plus les connaître. Mais ça peut arriver dans 100 ans. Oh, dans 100 ans. Ça peut, je n'avais pas dit que c'était dans 100 ans. Vous ironisez, docteur. Ça veut dire que vous n'y croyez pas, docteur? Non, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'analyse de, si vous voulez, de l'existant, de la demande. Et ce que vous ne savez pas, j'ai proposé à ce pays en 2015. En 2015, il y a 11 ans. Oui, en 2015, de lui faire avoir 5000 mégawatts en 10 ans. Vous feriez comment? J'avais des investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent, qui venaient ici, qui ne demandaient rien à l'État du Cameroun, mais qui s'installaient. Mais nous, on allait utiliser du gaz et on devait construire les 5000 mégawatts en 10 ans. Alors, on vous arrête un peu, docteur. Bon. Dans les relations internationales, il n'y a rien de gratuit.
quelqu'un arrive comme ça, c'est un... Non, il fait ses affaires. Les gens font leurs affaires. Tout Alors, il y aura simplement. quoi Et dans ils ont besoin d'investir parce qu'il y a un marché. Hmm. Et on devait commencer par un pilote de 400 mégawatts et puis progressivement. Logbaba, vous n'avez que du gaz là. Cette ville de Douala nage sur du gaz. Hein. Le gaz, quand vous partez de Bakassi jusqu'à Campo là-bas, vous n'avez que ça. Tout le long là, vous n'avez que du gaz et du pétrole. Vous avez déjà goûté les mangues de la cathédrale de Douala? Elles sont comment, dites-nous? Bah, essayez, vous aurez le goût de pétrole dans la bouche. Vous devez savoir des choses. Nous devons savoir un certain nombre de choses sur notre pays. Au fond, la question de l'indice de rendement, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que c'est une grandeur. Quand on l'analyse concrètement, il n'y a aucun lien réel avec le développement d'un pays. Ce sont des grandeurs des gens aériens de la Banque mondiale qui croient que le monde est sur les papiers. Georges Ngango avait l'habitude de leur dire qu'ils sont très intéressants pour les amphithéâtres, mais qu'ils ne comprennent rien au monde réel. Du tout. Vous comprenez? Donc, l'histoire et la raison pour laquelle le Cameroun a privatisé la Sonel n'avait absolument rien à voir avec ces histoires-là. Ça avait tout à voir avec le pipeline. Je ne rentre pas dans les détails. Et vous voyez derrière tout le chantage international que le Cameroun a subi. Bon. Vous savez que je critique très durement le président de la République, mais il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux rester camerounais et ne pas commencer à voir les choses avec des œillères. C'était un gros chantage international qui nous a amenés à privatiser la Sonel, qui n'était pas déficitaire, qui n'avait aucun problème, qui ne demandait qu'à être développée. Maintenant, les analyses que les gens font autour de la Sonel sont nauséabondes. Ils disent, ouais, on avait l'électricité. Vous aviez quelle électricité à l'époque? Les gens bavardent. Vous aviez combien d'abonnés? Mais les gens sont là, ils font tout comme si les choses hier étaient meilleures. On n'avait tout simplement pas de capacité de production et on se contentait de l'électricité dans certaines localités. Moi, j'ai grandi à Idéa. Je vivais à 3 km, 2 km et demi à peu près du barrage à vol d'oiseau. Vous savez quand est-ce qu'on a eu l'électricité chez nous à la maison? En 87. Mais le barrage d'Idéa existe depuis 51. Donc, il faut que les gens arrêtent souvent de dire ce qu'ils racontent tout le temps, etc. Ce n'était pas meilleur. On avait une très mauvaise entreprise où il y avait énormément de vols. Par exemple, les gens ont enlevé tous les poteaux en béton, sont venus mettre les poteaux en... Comment on appelle ce truc-là? En écabutus, en bois. Des gens qui volent leur propre pays. Alors, ils ont fait ça. Et puis, du jour au lendemain, la population croît. Il y a comment on a appelé, il y a la dévaluation qui arrive et ça provoque un exode rural massif. Du jour au lendemain, les gens se retrouvent à Douala. Tout le monde veut faire une petite activité artisanale. Tout le monde il y a une petite maison quelque part. Mais les gens oublient très souvent qu'en 1993, la ville de Douala, c'était la Texaco aéroport. Bon, sauf que maintenant, elle est là-bas à la Dibamba. Après la Dibamba, on est pratiquement à Missolé. Mais la ville était à Texaco aéroport. Je rappelle qu'entre Texaco aéroport et Missolé là-bas, vous êtes sur peut-être 15-20 km. Et qu'à l'époque, à Yaoundé, la ville, ça s'arrêtait pratiquement là au niveau de l'aéroport militaire. Aujourd'hui, quand vous êtes là, vous allez à Barrière, vous allez jusqu'au... C'est combien de kilomètres? Peut-être une trentaine. Donc, le problème, ce n'était pas qu'on avait assez d'électricité, on n'en avait pas. C'était même une entreprise d'une médiocrité, un management d'une médiocrité qui est affligeante. Le problème qu'on a, c'est que aujourd'hui, les Camerounais, le problème, ce n'est pas nos frustrations, ce n'est pas nos craintes, ce n'est pas nos peurs, ce n'est pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le problème, c'est que je ne vois pas les gens se poser les bonnes questions. Socadel, ils ont quoi? 2 secondes. Donc, la question aujourd'hui, la bonne attitude aujourd'hui, c'est de leur dire, de leur faire des suggestions. Est-ce que vous pourriez faire ceci? Parce que la vérité, c'est que tous ceux qui ont géré AES Sonel, mais ils n'étaient pas là pour éclairer le Cameroun. Ça ne les intéressait pas. Ceux qui ont géré Eneo, à la limite, ils ont regardé, mais au fond, les gens qui ont géré Eneo ont été confrontés à un certain nombre de problèmes systémiques auxquels le Cameroun et la zone francophone sont confrontés. Ils ne pouvaient rien faire. Et quand venaient des privés, comme je vous l'ai dit, j'étais sur un programme avec des gens. Moi, j'ai vu un ministre m'écrire il était très content, il m'a félicité pour ça. Après, il ne voulait plus que le projet avance. Après, j'ai eu des DG de Néo qui vous engueulaient copieusement
dans la cour de Néo, on ne savait pas très bien pourquoi, parce qu'on venait simplement demander un contrat PPA, c'est-à-dire que d'achat de votre production. Et cette situation cacophonique, vous avez des responsables qui n'avaient pas le temps de gérer cette entreprise. J'espère que ceux qui sont là auront la force de le faire. Alors justement, en parlant de la force, Dr Yambi Timba, l'une des choses aussi que les populations attendent, parce qu'elles doivent avoir un impact, elles doivent avoir le changement, elles doivent sentir le changement au-delà de la dénomination. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en l'état actuel des choses, avoir le kilowattheure qui partirait peut-être de 79 francs, peut-être à 35 francs? Cela aussi, c'est un défi. Non seulement que l'énergie soit constante, mais que le prix également puisse être revu à la baisse. Quand je proposais l'électricité, je proposais au Cameroun 5000 MW en 2015, je vendais à Eneo à 40 francs. 40 francs le kilowatt. Donc, après, ils se débrouillaient, je ne sais pas trop comment. Je constate simplement que le problème que nous avons au Cameroun, c'est que malheureusement, beaucoup de responsables, on a l'impression qu'il leur plaît de dire que c'est difficile. Mais non, ce n'est pas difficile. Travaillez pour votre pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. En réalité, nous pouvons régler les problèmes d'électricité au Cameroun, mais, et c'est ça les suggestions par exemple à Socadel, il faut qu'on change un peu la stratégie qui a été mise là, que Néo suivait, les démarches. On dit le mix énergétique. Mais le mix énergétique, moi je ne sais pas, les gens sont là à dire il faut d'abord qu'on aille sur l'hydroélectricité. Non, aucun pays dans le monde ne s'est développé avec de l'hydroélectricité. Tous les pays que vous voyez développer là ou qui ont une certaine industrie sont développés avec le thermique. Le thermique, ce n'est pas l'électricité, c'est après qu'on va faire l'hydroélectricité, les grands travaux de Roosevelt aux États-Unis, alors que tout tournait d'abord dans le thermique, fin du 19e, début du 20e siècle. Ensuite, le nucléaire est venu, et après, on a commencé à se retrouver dans le solaire, l'éolienne. La géothermie n'est même pas assez développée, alors qu'on a un potentiel énorme au Cameroun. Surtout. Et vous avez... Et aujourd'hui, je vous entends, tous les Africains parlent du nucléaire, mais vous n'avez pas les ingénieurs, vous n'avez pas les techniciens, on n'a pas le personnel pour faire ça. Il ne faut pas qu'on importe des choses pour lesquelles nous serons de nouveau particulièrement dépendants. Nous avons des choses simples. Nous avons plein d'ingénieurs mécaniciens, c'est-à-dire des gens capables de... Ce qu'on fait là, le gaz, c'est une grosse chaudière. Quand vous faites une usine à cycle combiné, vous chauffez du gaz, après ça chauffe de l'eau. Faites ça. Nos ingénieurs là savent le faire, ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'on m'a dit que j'ai travaillé avec eux. Que nous produisons. Ben, voilà. Vous avez, Voilà. J'ai la chance. Il y a quelques. Énormément. Ils sont arrivés. Là, il y a une délégation municipale que j'ai encadrée dans son voyage en Chine pour qu'ils aillent voir sur le terrain comment les autres règlent les problèmes. Le waste to energy, effectivement, c'est quelque chose. Bon, là, nous parlons depuis. Ça fait 2-3 ans que je parle à la ville de Douala, à la ville de Yaoundé. Douala, en faisant du waste to energy, peut générer 200 MW. C'est quoi le waste? C'est-à-dire, vous prenez les ordures, vous les incinérez, il y a un processus par lequel ça incinère, la chaleur est récupérée pour chauffer de l'eau, ça fait tourner les turbines ou produire de l'électricité, en plus d'autres choses qui peuvent aider à construire les routes, mais également qui servent d'engrais pour les plantes, par exemple. Donc, vous avez ça. Douala peut générer 200 MW avec ça, Yaoundé 300. Donc, on peut avoir beaucoup d'argent en réalité. Bon, c'est des suggestions que moi je fais à Socadel. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de regarder ce genre de choses, mais ils peuvent le faire et ça permettra de ne plus faire comme si le problème de l'électricité n'est que le problème d'une entreprise. C'est le problème de la collectivité, mais comment faire pour impliquer la collectivité? Il faut donc, par exemple, des solutions comme waste to energy. Il faut que le gaz, on peut l'utiliser. Vous avez du gaz, je vous dis, Douala nage sur du gaz, aider à ces gaz, Kribi, partout là, c'est du gaz, Limbe, etc. Vous faites du gaz. Là, nous avons, je vois défiler là derrière moi sur l'écran, le projet le barrage de Njore, bon, au Cameroun, 100 ans après le départ des Allemands, on continue à dire Nachtigal. C'est quand même quelque curieux. Bon, le barrage de Nachtigal, comme ils appellent, qui est le barrage de Njore normalement. On va supporter. On supporte tellement de choses dans ce pays. Ce barrage, on y a mis 845 milliards de francs CFA. C'est une ineptie économique et une ineptie en matière de gestion financière et une totale absence de vision en matière de Docteur Yambi Timba, est-ce que vous insinuez que tous ceux qui ont travaillé sur le projet n'étaient pas suffisamment intelligents? Non, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents. Ceux qui ont pris cette décision ont pris une mauvaise décision. Si vous prenez 845 milliards et que vous faites du gaz, vous faites 1350 mégawatts. Pas 420. Vous faites 3 fois plus que ce qu'ils ont fait là-bas. Et comme vous êtes dans une situation de tension dans le pays, vous faites
Vous prenez 350 mégawatts que vous faites à Limbe, ce qui permet de créer de l'industrie là-bas et de développer le sud-ouest, contribuer à développer le sud-ouest, et donc vous construisez la paix. Je vous ai dit ici, il y a plusieurs fois. La paix est une construction économique. Voilà, donc On vous retient. faites ça, et vous faites 1000 mégawatts à Douala, ou vous faites ça à Edea, parce que c'est entre Douala et Yaoundé. À partir du moment où vous faites ça comme ça, vous gagnez de l'argent, vous développez le pays. Mais vous allez là-bas dans une brousse qui est à... Il n'y a que les singes et les cabris là-bas. Vous allez placer un gros barrage qui, pour 850 milliards que nous devons rembourser, va produire 420 mégawatts. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les 420 mégawatts. Mais depuis l'année dernière, le Cameroun rembourse quand même 10 milliards tous les mois. Alors, docteur Yabetimba, oui, vous sortez peut-être par là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, le problème de l'électricité chez nous, c'est le problème des choix. Il faut que les choix qui doivent être faits dans le secteur de l'électricité, qu'on modifie le mix. Le mix doit donner la priorité au thermique, parce que pour construire une centrale à gaz, vous en avez pour 18 à 24, 30 mois maximum. Oui. Pour construire ces barrages, il vous faut 7 à 15 ans. Un. Deux, nous avons aujourd'hui des besoins tels que la vie n'attend pas. On ne va pas attendre 15 ans pour avoir un barrage. Et vous avez vu que l'expérience même des barrages au Cameroun est traumatisante. Même l'autre s'appelle comment? Lompanga, etc. Parce que, je vous dis, les usines comme le gaz, vous ne pouvez pas jouer avec. Vous pouvez vous amuser avec un barrage, vous tournez, vous allez comme vous voulez. Avec une centrale à gaz, vous vous amusez, ça pète et ça brûle tout le monde. Vous êtes obligé d'être sérieux. Et en même temps, nous devons adopter une autre manière de gérer nos projets énergétiques. Nous avons les méthodologies PMI, par exemple, à laquelle moi j'ai été formé. Vous laissez les grosses commissions pour faire ce genre de choses. Nommez un directeur de projet qui fait ce qu'il y a à faire. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, je vous entendais parler de 2500 mégawatts. Non, en 2015, au moment où je lance le projet que je voulais lancer, en 2015, le déficit était de 3000 mégawatts. Et c'est le directeur général d'Eneo de l'époque qui le disait. Et les calculs, les projections que nous avions faites à l'époque, c'est qu'en 2035, il nous faudrait 23 000 mégawatts, 23 gigawatts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être à combien si on veut estimer? Aujourd'hui, on est à 1200, comme il le dit. Ça, encore que les 1200... C'est au maximum, non. Actif, tout le monde. Non, c'est au maximum la production. Oui, ça, c'est la capacité installée. Or, le réseau fait perdre entre 20 et 30% à cause de sa vétusté et à cause, en grande partie, de ce que... Attendez, ça, c'est les arguments techniques qu'il faut que le peuple comprenne bien. Allez-y. Le réseau fait perdre entre 20 et 30% de la production. Parce que ce qu'on dit très souvent, quand on a les officiels ils viennent dire, ouais, la fraude a fait ci, là. Ce n'est pas la fraude qui nous fait perdre de l'argent. Ce qui nous fait perdre de l'argent, c'est la vétusté du réseau, du transport. Tout le monde crie sur Sonatrel. Mais je dis aux gens, quand j'étais au Premier ministère pour parler de ce projet, pour le négocier, c'est là qu'on a évalué, parce que nous avions proposé à l'époque de racheter Eneo. Et nous étions prêts à donner 200 millions de dollars aux concessionnaires, mes partenaires et moi, de leur donner 200 millions de dollars. Et nous avons, le problème que le Premier ministère posait, c'était, est-ce que vous pouvez mettre à jour le réseau de Douala et Yaoundé? Nous avons fait une estimation, 350 millions de dollars, on l'a dit, on le fait. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, et là je vous parle de choses que j'ai vécues, dont j'ai discuté. Et quand vous regardez ce qu'il faut investir dans ce secteur, vous vous demandez depuis 68 ans, les gens vous disent, ouais, il y avait un Sonel qui faisait machin. Des gens sont là, sont indépendants depuis 1960. Même simplement les câbles pour que le réseau soit fiable, ils n'ont pas d'usine pour les fabriquer. Merci, parce que l'électricité, quand on dit Socadel, ce que les gens voient, c'est l'électricité qui arrive chez eux. Où sont les câbles pour que ça arrive? Où sont les pylônes pour porter l'électricité des barrages jusque chez eux? Est-ce qu'ils ont comment on appelle, je parle des interrupteurs, les disjoncteurs. Est-ce qu'ils ont tout? Et le problème qu'il posait tout à l'heure, les transformateurs, on peut être dans un pays qui a 30 millions d'habitants, vous n'avez même pas une petite unité d'assemblage de transformateurs. Vous achetez tout, jusqu'au tournevis. Comment vous faites ça? Et les problèmes de fond de l'électricité dans notre pays, c'est une question de vision et une question de souveraineté. Le Cameroun aurait été souverain que le président de la République n'aurait jamais privatisé Eneo. On ne privatise pas ce qui vous permet d'être chez vous. Merci.
Docteur Yambi Timba, il nous a rejoint sur le plateau. Alex Nguepi, vous êtes communicant du Social Democratic Front, d'ailleurs le maire de Loum, on en parlera tout à l'heure, et également militant du Social Democratic Front. Alors, monsieur Alex Nguepi, on parle là de cette mutation, Eneo Socadel, une entreprise qui croupit, encore qui croupissait sur les dettes, mais une entreprise aussi, parlant de ces dettes-là, qui s'élève à 800 milliards, dettes notamment de fournisseurs, 500 milliards de francs CFA. Et puis, l'une des choses qu'on va retenir, c'est que l'État est le principal créancier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la Socadel, on va s'attendre à ce que l'État paye finalement ses dettes? Pas du tout. Eneo Socadel, ce n'est qu'un serpent qui a mué. C'est la même personne. C'est la même personne. Ils n'ont pas fait de réforme structurelle de fonds. Ils ont juste racheté une entreprise. Bon, l'État a plus ou moins essayé d'avoir plus de parts d'acquisition pour être l'actionnaire majoritaire, tout simplement. Et c'est un pouvoir qu'il n'avait pas par rapport quand c'était avec Neo. Alors, pour le militant du Social Democratic Front, c'est-à-dire ce parti de gauche qui voudrait justement que tout le monde puisse avoir soit l'électricité, bref, les besoins de base, est-ce que vous croyez que quelque chose va changer? Je vous dis, rien ne va changer parce qu'en fait, déjà quand on voyait comment ils ont fait pour acquérir Neo, ouais, c'est pas ça. Nous, Social Democratic Front, c'est-à-dire une entreprise comme Neo, je suis tout à fait avec l'esprit souverainiste qu'on doit avoir. Ça doit être une entreprise pleinement souveraine. C'est-à-dire quand on parle de souveraineté d'un État, et Neo doit en faire partie, c'est-à-dire Socatel doit être purement camerounais. Ouais, quand en France, EDF réalise un projet, ben, l'État français est actionnaire à plus de 80%. C'est-à-dire que l'État français qui a EDF, il y a des actionnaires qu'on donne à... Et vous allez même voir que les autres actionnaires qui viennent avec 10 à 15% ne sont que c'est le contribuable français. C'est-à-dire qu'on ouvre une part d'actionnariat au peuple français, au public. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent se stresser par l'actionnariat. Au Cameroun, par exemple, nous pensons à EDF que pour les questions énergétiques, s'il faut par exemple parler de questions de souveraineté pour Eneo, l'État camerounais ne manque pas les moyens pour que Eneo soit d'abord purement camerounais. Et d'une part, au lieu que cette part-là soit achetée par des étrangers, on peut permettre à chaque Camerounais de souscrire. On vous reprend un peu. Vous dites que l'État camerounais ne manque pas de moyens, mais on l'a remarqué, on vous a relancé là-dessus. L'État camerounais n'arrive même pas à payer ses factures. Non, est-ce que c'est pas manque de moyens ou alors c'est manque de volonté? C'est une vision politique, c'est une volonté politique, c'est sur le débat. Donc l'État camerounais aurait pu permettre que chaque Camerounais puisse souscrire au pas d'action des Neo. Parce que nous estimons, EDF, que lorsqu'on parle de socialisme, en fait, lorsqu'une entreprise peut générer des bénéfices, et Neo, en fait, peut générer des bénéfices, il ne faudrait plus que si on doit réaliser un barrage, je prends par le cas des entreprises qui font dans la télécom. Si par exemple vous voulez construire un pylône, bien que l'entreprise ait la capacité financière de financer ce pylône-là, on oblige l'entreprise à faire financer ce pylône par des souscriptions auprès du public. C'est-à-dire que chaque Camerounais peut donc souscrire à la construction du pylône au lieu que l'entreprise utilise ses propres fonds. Du coup, lorsque l'entreprise va donc générer des bénéfices, cette part sera redistribuée. Pas de redistribution. Donc, ce minimum, mais au Cameroun, ça n'existe pas. Même quand on parle de souscription, ce sont quelques personnes, des privilégiés qui ont accès. Le Cameroun lambda, il a un téléphone, il a mobile money, tout ce qui va avec, mais il ne sait pas comment faire pour souscrire parce qu'il n'y a pas de communication. Maintenant, je reviens sur l'affaire d'Eneo, Socadel. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de transport, de la production énergétique. Donc, en prestation, la production devait être l'État du Cameroun. Et je crois que c'est eux qui sont en train de produire, si je ne me trompe pas. Je veux juste mettre un grand son. Je veux juste ajouter quelque chose qui, de plus, c'est qu'il a parlé d'un déficit de 2500 mégawatts. Bon, ça, oui. C'est ce dont le Cameroun a besoin. Non, ce déficit a été constaté depuis 1990. C'est-à-dire, en 1990, on se rend compte que le Cameroun a un déficit de 2500 mégawatts. Maintenant, l'État du Camerounais dit qu'ils vont pousser la production à 3 gigawatts. C'est là où on lance les projets de tous ces barrages-là, Lopanga, tous ces choses-là. En 2010. C'est là où l'État dit qu'ils vont produire 3 gigawatts. Et ils disent qu'ils vont importer 0,5 gigawatts au Tchad, au Nigeria, au Gabon et en RCA. Donc, ils disent qu'ils vont combler le déficit et ils vont permettre donc aux grosses entreprises de rejoindre cette Cameroun. C'est ça qu'on recherchait. Permettre au Cameroun de pouvoir créer la valeur ajoutée sur les matières premières que nous produisons, par exemple les métaux ferriques. Et ça demande une très forte consommation énergétique. Donc, il était question donc de rendre le Cameroun attractif
pour que le projet, par exemple, qui se passe à Kribi, de façon de miner de fer, on peut pas l'utiliser au Cameroun. Parce que pour qu'on puisse l'exploiter, il faudrait avoir une capacité énergétique assez élevée pour créer la valeur ajoutée. Donc, le Cameroun est obligé de le prendre et de le revendre à vil prix, sans créer la valeur ajoutée. Parce que celui qui doit fournir l'énergie électrique est incapable de le faire. Nous avons dit à l'époque que le fer qui sera produit à Kribi à lui seul était suffisant pour lancer l'économie du Cameroun. Parce qu'il se trouve à proximité d'un port, son installation coûte 0 francs. Donc si on avait une capacité énergétique assez élevée, on aurait pu transformer tout ce fer-là sur place, le revendre en produit fini, semi-fini. Ça aurait permis à l'État de gagner plus qu'il n'en fallait. C'est parce que Sogatel, ou bien l'État du Cameroun, qui est le producteur, a failli à pouvoir donc donner, à mettre à disposition de ces grosses entreprises la capacité de pouvoir transformer sur place. Dans le fait aujourd'hui que nous sommes que tout est exporté sans pouvoir transformer, c'est un échec. Et ça, c'est depuis 2010. Ils ont essayé de rafistoler quelques barrages. Après, on allait à Kribi, on a des centrales à gaz, tout ça. Ils ont tout fait, l'Opanga, tout ceci. J'étais à Menvelé, où le courant, l'électricité est pour Menvelé, mais à Menvelé, il n'y a pas de lumière. Dans les années 2000. Un paradoxe. Menvelé, j'étais à Menvelé, c'est-à-dire que vous allez en Bam, il n'y a pas de lumière, vous allez à Kiosé, il n'y a pas de lumière. Donc, je ne parle pas de Lamzé. Je ne parle pas du marché mondial. C'est-à-dire que vous êtes en Bam, à Kiosé, la Guinée est éclairée, le Gabon est éclairé, ça a un pas, le Cameroun dans le noir. Mais Menvelé se trouve à moins de 150 km. Alors, ça va faire 4 minutes, c'est-à-dire une minute pour chacun. Une minute pour chacun, parce que c'est une des questions également que les téléspectateurs devraient peut-être attendre. Lorsqu'on regarde une entreprise comme Eneo, qui a fait beaucoup de dettes, qui est justement endettée aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'un audit serait nécessaire avant de le relancer proprement, les activités de la Socadel? Est-ce qu'il faut absolument, impérativement un audit? C'est normal. C'est normal qu'il y ait un audit à Eneo, c'est normal. Mais là, ça, il faudrait une vision politique. Il faudrait penser comment faire pour que cette énergie soit purement souveraine, qu'elle soit produite et transportée, distribuée par les Camerounais. Et surtout que nous avons des relais. C'est-à-dire qu'il est inconcevable que le tournevis, comme l'a dit, soit incapable de le produire au Cameroun. Je ne parle pas d'interrupteur, je ne parle pas de ce qu'il fait avec. On ne parle pas de câble, entre autres. Je ne parle pas de câble, encore que pour le transport, ils utilisent pas du cuivre. Je crois que le cuivre a meilleure propriété, ça qu'on utilise dans les maisons. Mais c'est du câble, c'est quoi, le blanc, là, le platine, oui, qu'ils utilisent. Donc, c'est pas ça à la portée. La RDC en dispose plein. Le Cameroun peut en produire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas produire ce câble de transport? Il faut quelle technologie? Merci. Donc, Alex. Donc là, on se rend compte que l'État du Cameroun gagnerait à faire un véritable audit et à revoir le management et la vision que l'État du Cameroun a par rapport à l'énergie. Alex Nguepi. Une minute également, Dr Yambi Timba. Pour l'économiste, faut-il absolument, impérativement un audit pour lancer les activités de la Socadel? Non, ce n'est pas maintenant. L'audit devait avoir été fait avant. Vous ne pouvez pas conclure un deal de rachat sans audit. On ne peut pas nommer de nouveaux dirigeants sans audit. Non, ce n'est pas possible. C'est pas... Si ça n'a pas été fait, c'est extrêmement grave. On fait un audit avant, puisqu'il faut savoir, l'État rachète quoi? Il faut savoir qu'est-ce que l'État rachète. Et le nouveau directeur général qui arrive, le nouveau président du conseil d'administration, mais il faut qu'il sache dans quoi ils sont envoyés. Donc l'audit, je l'espère, a été déjà fait. Maintenant, ce qu'il y a lieu sur la base de cet audit-là, de faire, ce qu'on attend du conseil d'administration et de la direction générale, c'est de nous faire des propositions, en termes de stratégie générale du groupe, en termes de mix. La Socadel, de mon point de vue, ça ne peut pas être une simple entreprise qui produit de l'électricité, qui va acheter les câbles et qui transporte ça. Ils doivent penser la Socadel en holding, avec des activités spécialisées qui vont permettre que ça devienne l'un des groupes industriels les plus importants du pays. Quand je vous dis là que c'est incompréhensible qu'on ne fabrique même pas de tournevis au Cameroun. Est-ce que vous avez idée il y a près de 4000 employés à Socadel là maintenant, Eneo de Socadel. Vous avez idée du nombre de tournevis qu'il faut pour que ces gars-là travaillent? Merci. Merci, docteur. Je parle seulement des tournevis, je ne peux pas parler des autres équipements. Merci, docteur. Alors, docteur Marcel Simon,
la question d'audit. Est-ce qu'on peut courir le risque que cela n'ait pas été fait? Parce que généralement, lorsqu'on parle d'audit, ça effraie un peu. On se dit que les gens vont aller en prison bientôt. Non, c'est à tort. Je crois que lorsque vous regardez la feuille de route de Monsieur le ministre, qui est allé d'ailleurs jusqu'à donner 100 jours pour des résultats, ça montre clairement que les trois acteurs savent exactement où ils se trouvent et savent exactement ce qu'il y a lieu de faire. Je crois qu'il faut rajouter simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire confiance à cette nouvelle équipe-là. Et surtout que c'est une équipe non seulement expérimentée, mais une équipe qui tourne autour de l'énergie électrique de toutes les manières, que ce soit l'OPCA jusqu'au DGA. C'est des personnes qui ont tourné autour de l'électricité. Et je crois qu'avec toutes les difficultés qu'a connues Eneo et le caractère évolutif de nos sociétés aujourd'hui, ils peuvent savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire et Ils ont rajuster, n'est-ce en pas, clair le profil des de l'emploi. stratégies pour un... Voilà. Merci. Ils ont vraiment... Le profil de pratiquement, l'emploi. je crois Alors, qu'on a dit. la même question en sort, Francis Eyala. Ben, écoutez, je vous le confirme, plusieurs audits ont été faits pendant la phase de... à partir du moment où le chef de l'État, en 2023, a instruit la nationalisation. Parce que nous avons écrit en 2019 pour demander la nationalisation au président de la République. En 2023, il y a donc une réaction et après ce 2023, il y a des entreprises qui sont dans le projet d'ailleurs, qui ont fait chauffer leur caisse pour que ce soit racheté, pour acheter les actifs de Actis, qui ont effectivement suivi de très près des audits ont été faits. Plusieurs, je crois 2 ou 3. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est des audits conjoints avec l'équipe de Eneo à l'époque. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est effectivement un audit indépendant sur le besoin de savoir exactement quel est l'état des lieux actuel de l'entreprise. Parce que nous pensons qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été couvertes simplement parce qu'il y avait des deals, Oui. il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que les différents audits soient favorables. Je veux prendre un cas pour ne citer qu'un seul, celui par exemple du nombre d'abonnés réels de Eneo aujourd'hui, enfin de Socadel aujourd'hui. Eneo avait annoncé aux dernières publications 2 400 000 abonnés. Mais nous avons un chiffre qui en dit long. Quand la douane vous dit qu'elle sait que Eneo importe 2 millions de compteurs électriques chaque année, sur 10 ans, ça fait quand même 20 millions de compteurs. Merci. Et qu'on vous dise qu'on a 2 400 000 abonnés, ça laisse quand même à se poser des questions. Merci Francis Eyala. On comprend justement qu'on est dans votre domaine, que vous maîtrisez pratiquement mieux, mais malheureusement le temps nous tient comme un peu à la gorge. Et rapidement, sans pratiquement transition aucune, nous parlons d'autre chose. Nous allons dans le département du Mongo, exactement dans la commune de Loum, l'arrondissement de Loum, où justement le torchon brûle entre le sous-préfet de cet arrondissement et le maire de cette commune. Les deux hommes se crêpent le chignon pratiquement pour une gestion notamment des mototaximens. Qui doit faire quoi, quand, comment, que disaient les textes? Revenons d'ailleurs sur cette arrestation spectaculaire du maire Guy Mesmin Wambo de cette localité qui a été justement interpellé, dit-on, sur ordre de monsieur le sous-préfet de Loum. Le reportage signé Marquez, Fon Rini Marquez. According to the mayor of Loum, Guy Mesmin Wambo, he has never opposed the activities of the divisional office side maintaining order in the commercial bike sector. En ce qui concerne cette opération d'assainissement que le sous-préfet dit avoir entrepris, et nous voulons profiter de l'occasion pour faire une mise au point. Nous ne nous sommes jamais, je dis bien, nous ne nous sommes jamais opposés à une opération quelconque provenant du sous-préfet, dans le sens réglementaire. Nous nous sommes opposés aux individus qui, de leur propre chef, arrêtent les autres motos-taxis et conduisent les motos au commissariat. Donc, il ne faudrait pas ici qu'on vienne faire croire aux différentes autorités que le maire s'oppose au travail du sous-préfet. Nous nous opposons à l'imposture. Speaking shortly after he was arrested and later released, the Loum mayor explained that the Loum administrator did not follow the proper procedure before carrying out the operation. Le sous-préfet est dans la faute en envoyant des individus arrêter les mototaximens. S'il avait
un besoin de faire l'assainissement, il n'avait qu'à demander le renfort au départ. S'il avait demandé le renfort, est-ce que c'est la première fois qu'une opération d'assainissement conduit au niveau de Konsamba, qu'au niveau de Mbanga, arrivé à Loum, a été faite? Est-ce que nous sommes déjà un jour opposés? The local government chairman is pleading with all concerned ministries to weigh in. Je interpelle ici le ministre de l'administration territoriale. J'interpelle ici le ministre de la décentralisation. J'interpelle ici le délégué général de la Sécurité nationale. J'interpelle ici M. Etoga en disant que non, il ne faut pas qu'on accepte ça. Les gens donnent des faux rapports. Je vous demande d'envoyer une enquête sur le terrain et voir ce qui se passe dans la ville de Loum. C'est parce que le maire s'oppose aux arnaques. C'est parce que le maire s'oppose à toute sorte d'extorsion de fonds. Et c'est pour cette raison que les gens cherchent à tout prix à me nuire. Mais je ne me laisserai pas faire. Je serai debout et je vais combattre. Following yesterday's incident, the Social Democratic Front SDF party has condemned the act, what it termed the forceful arrest of Guy Wambo, calling for sanctions against those who perpetrated the act. Merci. Nous revenons et justement pour être tout à fait complet sur cette information, Alex Nguepi, on sait que le maire a été justement interpellé, il a été embarqué, mis dans un pick-up et amené au niveau du commissariat et la population en furie a demandé sa libération immédiate. Pour le militant SDF, qu'est-ce qu'on sait de plus? En fait, il s'avère que le maire a presque plus ou moins expliqué, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont été lancées et le sous-préfet n'aurait pas respecté les textes en vigueur. Il aurait permis aux individus de mener l'opération sans toutefois encadrer ces opérations-là. C'est des choses qui sont récurrentes, même si voilà. Vous voyez des gens qui vous êtes sur une moto, quelqu'un sort comme ça, il n'a pas de document, rien, et il mène une opération. Rappelez-vous, mais ce qui se passe, c'est que c'est une grosse arnaque en fait, qui se passe. Rappelez-vous que sur ce plateau, je vous avais fait comprendre qu'il y a des benskinners qui payent 100 francs tous les jours. Ils ont les choisis. C'est-à-dire qu'il y a des camps qui sont créés, les gars cotisent 100 francs, ils sont à 600 francs. Puis ils disent que quand ils ont ce choisible, là, ils ne payent pas ça, ils ne payent pas cela. Cet argent va où? De qui prend cet argent? C'est sur quelle loi? Ils sont là partout là. Et quand on dénonce ça, les gens sortent, disent non, mais on sait qui sont derrière. Plutôt administratif, c'est le business. Alors, mais comment au sein du Social Democratic Front, on a perçu, on a reçu, on a recueilli cette nouvelle de l'interpellation manu militari d'un maire quand même. Beaucoup ont parlé d'humiliation du maire. Pour 1000 questions à la fois. Voilà, il savait que cela a été très mal accueilli. D'abord, il faut féliciter les populations qui sont sorties nombreuses pour que le maire ne soit pas gardé à vue. Et surtout, il faut les féliciter pour le sens de responsabilité. Car ils étaient prêts à brûler le commissariat de Loum. Ils étaient prêts. Mais c'est l'insurrection. Non, c'est zéro insurrection. Ils étaient prêts à brûler le commissariat de Loum. Je crois que parce qu'ils étaient prêts à brûler le commissariat de Loum que l'administration a compris que le rapport de force n'était pas à leur faveur et qu'ils ont fait volte-face. Ils étaient prêts à brûler le commissariat de Loum. Et il faudrait au moins se dire que si la compagnie doit s'arrêter, vous avez des préfets zélés qui s'en foutent de la loi. Je vous dis, quand vous avez l'occasion d'être avec ces personnes-là, il a dit qu'il vous passe devant l'autorité de l'État. Le seul discours qu'il tient à la bouche, il vous rébellion contre l'autorité de l'État. C'est le seul mot. Ils s'en foutent du reste. Ils font comme si les lois, c'est pour vous et moi. Lui, en fait, il s'en passe. Ce n'est pas son affaire. Mais derrière cette affaire-là, en tout cas, on ne vous dit pas. Et dessous. C'est quoi les dessous? Encre tout autre. C'est quoi les dessous? Quand vous voyez une moto est arrêtée dans cette zone-là, Loum, Panga, Konsamba, toute cette zone-là, frontalier au sud-ouest. Alors, généralement, quand on arrive une moto, soudain francophone, parler bien français, on sent ça, c'est un gars de l'ouest, c'est un gars du centre, c'est un gars du littoral, tout ça, c'est 10 000 francs que vous payez. L'argent va où? On ne sait pas. Quand vous êtes un anglophone, si vous êtes du sud-ouest, votre accent des gens, vous êtes du sud-ouest, vous payez 20 000 francs. Si vous êtes du nord-ouest, vous êtes un anglophone, vous payez 30 000 francs. Alors, vous faites comprendre qu'il y a une discrimination. Non, là, c'est encore les faits qu'il faut vérifier, Alex. Non, laissez-moi, je vous parle en tant qu'homme politique. Maintenant, si vous voulez pas, je vous dis... Oui, justement, est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation? C'est-à-dire que profiter d'une situation pour en faire un peu pas. trop, quand même. Il y a un problème, on va vous dire ce qui se passe, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on vous écouter. Laissez-moi vous dire, non, j'assume ce que je dis. Maintenant, il s'avère que si vous êtes un anglophone, vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes robuste, puis si vous avez par exemple une blessure quelque part visible, tout de suite,
vous devez payer 50 000 francs. Pourquoi? Autrement dit, on peut vous taxer d'Amazonien. C'est-à-dire, quand vous faites clairement comprendre que si vous ne payez pas, si vous êtes Amazonien, c'est vous qui partez, qui sortez de la bourse là-bas, venez kidnapper les gens pour repartir. Est-ce que ces faits sont avérés? Oh là là, avéré ou pas, je vous dis, vous êtes, laissez-moi porter ce que je suis en train de dire. Nous avons des bases dans ces localités-là. Nous connaissons les réalités. Nous connaissons les réalités. C'est-à-dire que ces gars ont monté leur arnaque. Ils ne visent pas trop les francophones, ils visent les anglophones. Je vous dis, les gars qui payent 50 000 francs. Parce que vous ne payez pas, sinon vous êtes un Amazonien, on prend votre téléphone, on fouille. Dès qu'on voit que vous avez parlé à 2-3 personnes, que non, ça c'est un Amazonien, on vous colle des motifs. Et dès qu'on colle ces motifs-là, c'est très militaire. Tout de suite, il y a une machine qui se met sur vous. Donc, vous êtes sûrement obligé de payer même 300 000 pour votre DB. Sur un simple contrôle de moto. Vous comprenez? Merci, donc Alex. Voilà, parce que nous avons une base militaire là-bas. Donc ce sont les dessous qu'on ne vous dit pas. Merci. Parce qu'on est là, si le maire fait cette sortie-là, parce qu'il connaît ces dessous-là. Merci, Vous comprenez Alex. un peu. Alex, Et, merci. Merci pour ces informations. Pour terminer, Oui. je vais vous dire que cette population vive, ils sont très, très... Et c'est eux qui font la moto. Donc quand le sous-préfet lance ces opérations-là, avec la concordance du préfet, c'est parce qu'en fait, ils sont arrachés des prébendes. Et ils sont arrachés... Oui, je vous dis... C'est un procès, sinon, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. D'accord. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un sous-préfet et le préfet sortent du cadre légal? Parce que même si vous parlez des textes, ce n'est pas pour ce qu'ils ont fait. Merci, Alex. Qu'est-ce qui peut justifier qu'ils violent la loi et font des opérations? Alors, vous avez parlé en tant que militant du Social Democratic Front, peut-être parce que votre mère a été interpellée, mais là, on a une fille de Loum. Ce n'est forcément pas la militante. Bon, c'est deux casquettes. La fille de Loum et la militante la femme de Loum et puis la militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, il y a quelques éléments ici. Peut-être certains vont parler, vont trouver que ce sont des allégations, mais des paiements à tête chercheuse ou encore à géométrie variable, est-ce que ce sont des faits qui peuvent être avérés? Est-ce qu'on peut accepter ça? Monsieur Xavier, j'ai envie de vous dire que les villes comme Banga, Loum, Lala, Loé, jusqu'à Mandio sont des villes d'accueil. Lorsqu'on parle, par exemple, Loum, Loum est très proche de Tombel. Tombel, oui. Donc ce qu'il dit est très dangereux, c'est des villes d'accueil. Lorsque ça commençait, comme on dit trivialement, à cuire de ce côté-là, la possibilité la plus rapide, c'était de se retourner chez les frères d'à côté. Et puis les bras ont été tendus. Il ne faudrait pas que politiquement des choses soient dites. Je suis certes une fille de Loum. Et d'ailleurs, je vous ai dit à la première prise de parole, j'ai salué affectueusement mon maire, que j'appelle régulièrement Guilou. Il est peut-être maire SIF, mais du moment où il est maire, c'est mon maire. Parce que j'ai besoin, moi, bien qu'étant à Douala, que cette ville de Loum soit développée. Lorsque je parle, et ça, je crois qu'il nous écoute ce matin. Ce soir, vous voulez dire? Ce soir, pardon. Oui. Guy Wambo, il y a 13 ans à la mairie de Loum. 13 années. C'est le deuxième mandat. Quel rapport? La mairie de Loum est uniquement SDF. Mais c'est une mairie qui est subdivisée en deux. Et j'ai la chance, Dieu merci, qu'on a un militant SDF à côté de nous. Lorsque je vous parle de Guy Wamba et de Kiki de Paris, vous comprenez? Guy Wamba a dépassé Kiki de Paris d'une seule voix. Mais parce que Guy Wamba était comme il est. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire extrêmement violent. C'est grave ce que vous dites quand même. Je le dis parce qu'il le sait et je le lui dis toujours en face. Je dis, c'est quelqu'un, s'il pouvait s'asseoir et s'associer des forces vives de Loum, parce qu'à Loum, il y a des forces vives. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'honorable Henri Gancha. Par exemple, il comprendra de quoi je parle. Mais ce n'est pas une voix. Il ne peut pas évoluer à Loum sans des personnalités comme celle-là. Vous avez un maire qui a 38 dossiers. Je vous dis ce que je connais au parquet. Je peux commencer à les citer ici. Alors, ces dossiers... Toutes ces populations sont avec lui au parquet. Vous posez la question, mais je dis souvent, mais Guilou, ton problème c'est quoi? Tu veux mettre tout ton peuple en cellule. Alors, si on revient sur l'actualité, c'est-à-dire que interpeller sur ordre du sous-préfet, est-ce que... Je vais plus loin. Est-ce que ça s'entend? Est-ce qu'on peut avaler ça? Non, je n'ai pas fui le débat. Tu fais quoi là? Et je vais dire tout ce que j'ai à dire. Donc, je n'ai pas. N'oubliez pas que c'est le sous-préfet qui signe les actes du maire. C'est quoi? Donc, lorsque vous vous asseyez et vous entendez... Sa tutelle? Oh là là. Vous apprenez comme Mme Simon. Oh là là. Vous posez une question, sa tutelle?
Alors, vous Mais arrêtez permettez, de dire n'importe quoi au vous plateau. permettez qu'elle développe. Non, mais Parce il que faut pas là, que elle ne je vous a au pas plateau. interrompu. C'est sa tutelle. Alex, allons-y. On est où là? Je vous ai dit, le Pas encore maire du Wabo préfet. est à 13 années à Loum. Et la ville de Loum, comme toutes les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire celle des Ben Skinner, nous savons comment ça fonctionne à Douala. Ça, c'est un problème, véritable problème de choisir. 3 réunions ont eu lieu. 3 réunions sur la coordination du sous-préfet. Wabo Justement, a dit, fichez-moi le camp, sous-préfet je dit qu'il ne n'a pas viens été associé. Merci. Il n'est pas venu. Non, le maire. Ah, n'est pas venu. le maire dit n'avoir pas été associé. D'ailleurs, je vous ai donné un autre élément que j'aurais aimé que vous présentiez à la télévision. Là, c'est plus Dr Simo qui parle, c'est des journalistes, c'est un autre journaliste qui parle. On a fait 3 réunions, convoqué le maire pour dire il y a une question de sécurité dans la ville. Vous allez convenir avec moi que lorsqu'on parle de sécurité, vous n'allez pas mettre le sous-préfet à l'écart. Lorsqu'on parle de sécurité dans la ville de Loum, la preuve, dans tout ce cafouillage qu'il a fait, il y a eu des vols de motos. On a bien demandé qui va les payer. Nous avons un maire que nous connaissons parfaitement. D'ailleurs, j'ai souvent dit aux gens, le Mungo a eu l'habitude d'être par essence, opposition, excepté Bonnet Nkonsamba. Ça, il faut le savoir, donc ce n'est pas nouveau. Mais ici, on parle d'une ville où... Vous sortez en 30 secondes. Oui. Non, vous pouvez me dire... Oui, justement, secondes. parce que vous avez écoulé vos temps de parole. Ville... En principe, arithmétiquement, c'est que 5 minutes. 5 minutes sur ce sujet. On parle pour d'une chaque ville intervenant. Où il y a un maire qui ne veut s'associer à personne dans des projets. Je vous prends par exemple un projet comme celui de... Je vous en prie. Oh là là. Je vous en prie, n'empêchez pas les Camerounais d'écouter. Je vous prends le projet fait par Guy Wambo, projet de Benankale. C'est juste à côté de ma maison. C'est un projet qui a été porté, c'est une source naturelle qui servait d'eau pour toutes les populations de Loum. Alors, l'honorable Henri Gacha, a bien voulu faire un travail sur ce projet parce que c'était un cours d'eau où des gens se lavaient, des gens se baignaient, des gens faisaient la lessive et des gens utilisaient pour la consommation. Mais qu'est-ce que Wabo a fait? Il a empêché l'honorable de faire ce travail pour les populations et aller s'accorder avec Dangote à une hauteur de 80 millions parce que Dangote a apparemment des sources qu'il prend généralement à Loum. Dangote, Wabo a fait le travail. Je vous dis, aujourd'hui, cette eau est abandonnée. On l'utilise parce que Wabo a gagné. Merci, on Dr. va Marcel. plus loin, on va à Bonken. Non, il y en a plein de projets. On va à Bonken. Bonken qui est une route qui va dans un champ. Moi, j'ai été au lycée de Loum. Pour ceux qui connaissent Loum, le lycée de Loum est sur la route de Bonken. Allégation. Merci. Alors, merci, Bonken coupé en deux, l'honorable Gacha vient arranger Bonken. Wabo vient encore empêcher au point où les populations sont en... À un moment, tu demandes, mais finalement... Qu'est-ce qu'il veut? Merci, et je dis bien, j'ai bien besoin qu'il travaille pour la ville de Loum parce que malheureusement, c'est ma ville. Mais s'il était un peu plus tempérant et s'associait des personnes vives, parce qu'il y en a dans la ville de Loum. Je vous dis, un mec qui a 38 dossiers en Banga, allez vérifier. Ce qui nous intéresse justement, c'est justement cette actualité. Alors, Francis Eyala, le consommateur, on suppose que vous prenez la place qui est la vôtre, d'ailleurs, président du réseau national des consommateurs. Cette bagarre-là entre le sous-préfet et le maire de Loum, est-ce qu'on va dire que les populations profitent notamment de cette guerre entre ces autorités? Est-ce que là, il n'y a finalement pas une sorte de cafouillage entre l'administration territoriale et la décentralisation? Sur cette question précisément, je vais vouloir que vous puissiez me permettre, s'il vous plaît, d'enlever ma casquette de président du réseau national des consommateurs. Justement, pour parler justement aussi en 5 minutes. De porter ma toge traditionnelle de petit-fils et arrière-petit-fils de Loum, parce que, et même du Mungo, parce que ma maman étant de Njombe, et donc sa mère Bonking de Bonanjala à Bonandam, et mon père de Molundu, dans le Far Est, je peux appeler ça comme ça, donc le sud, l'extrême Est, donc à la frontière avec le Congo, pour parler à la caméra. C'est se rencontrer où? À Douala. Alors, Francis, on a la télévision. On a la télévision. Manawa. On est à la télévision, Francis. Je parle. Là, je parle. Oui, mais il faut, s'il vous plaît. Il faut bien que tout le monde puisse comprendre le message. Oui, nous sommes en train de parler. Ce que je vais dire doit édifier les populations. Je suis là sur mes terres.
sur les terres de mes ancêtres. Mon cordon ombilical ici, hier encore. S'y trouve. Donc quand on parle de Loum, du Mungo en général, je me sens touché dans l'âme. Et si on perçait l'abcès? Wan Niba Bendana et Yala. Manawa. Moni ma Mikulimamboli. Ma Benyama Toko Traduction. Njala. Traduction. Traduction. Je suis en train de faire ce qu'on appelle ma généalogie. J'invoque mes Mais là, ancêtres comment on est, pour on est un dire- tout petit peu coincé, oui, sur la question du temps. pour dire que, et c'est par là que je commence, Non, vous allez sortir. Vous allez plutôt sortir par là. entre le sous-préfet et le maire, qui est le responsable du développement d'une ville? Dites-nous rapidement, parce que Mais certainement répondez-moi. vous avez des éléments. Vous avez Écoutez. forcément des éléments. Le maire est le garant du développement socio-économique de sa commune Alors, on va et du développement qui va avec. déduction. Le sous-préfet n'a À pas partir raison de ce moment, lorsqu'il fait Je ne interpeller voudrais le pas maire. parler de raison. Hmm. Je voudrais dire à monsieur le sous-préfet de Loum de faire très attention. Non, c'est pas les menaces quand même. S'il vous plaît. Mais c'est pas quand même S'il les vous menaces. plaît. Oui, parce C'est que moi. l'autorité administrative. Écoutez-moi. Oui. J'ai donné ma généalogie. Hmm. Je m'appelle Francis Eyala. C'est moi qui parle. Je demande de faire très attention. Parce que Loum est adossé sur le Lébi-LM. Sur le coupé Manengouba, j'ai envie de dire. Oui. Bien sûr. Et ce qu'il commence là peut être l'étincelle qui va déclencher l'irréparable. Il doit faire très attention. Le chef de l'État ne doit pas donner son mandat à des voyous comme non, ça. non, 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 Monsieur, on va monsieur, retirer. Non, non, monsieur, non, 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 monsieur, non, non, monsieur, Francis, D'accord. monsieur, Francis Eyala, Monsieur, vous Francis, me non, non, je peux pas, je peux pas. Francis Eyala, Je peux pas Monsieur, Francis Eyala, on ne va on pas n'est pas l'admettre. d'accord. Non, non, on ne va pas l'admettre. On ne va pas l'admettre. d'accord. Non, non, on ne va pas, on ne va pas l'admettre. Comment vous Non, admettez on ne va que- pas l'admettre, Francis. Comment Francis, vous admettez non, que... non, Francis, Francis, laissez-moi. Francis, Laissez-moi. Francis, Francis. Laissez-moi Alors y non, aller. Francis. Non, 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 on ne va pas admettre ça. On ne va pas admettre cela. On va... Docteur Marcel Simo, non, docteur Marcel, on se calme. Et c'est bon, docteur. Et là, pour que les esprits se calment, docteur Yambé Timba. Docteur, vous avez une... Vous permettez, docteur Marcel. Vous permettez, docteur. Alors, 30 secondes, vous sortez par là. 30 secondes, oui. Il ne respecte pas Oui. le maire, il ne respecte pas S'il vous plaît. ça. Oui. du maire. Le maire... Permettez, docteur. Docteur Marcel. Docteur Marcel. Alors, rapidement. Docteur Yambé Timba, on revient. Docteur Yambé. Laissez-moi parler. Docteur Yambé. Non, Ok, docteur Marcel. Docteur Docteur Marcel, Marcel, c'est bon. Je voudrais Arrêtez, sortir. attendez. Non, Non, vous ne pouvez pas. Je n'ai pas parlé. On a épuisé. Je ne me suis pas exprimé. Non, il va vous donner la On a parole. épuisé le temps de Vraiment, parole. laissez-moi y aller. Non, Je le temps sors. pour vous de vous calmer. Non, Docteur je Yambé. n'ai pas discuté Non, vous avec allez cet revenir. homme. Docteur Yambé, Il va vous donner la on revient sur cette question, docteur. On parle notamment de ce qui s'apparente à une sorte de cafouillage. Finalement, on ne sait plus. Lorsqu'on a des problèmes entre un sous-préfet et un préfet sur une question de gestion, notamment des chasubles de 25 heures, ça laisse quand même à croire qu'il y a une sorte de désordre institutionnel. Alors, qui doit faire quoi dans une ville, fût-elle Loum? Alors, je crois que c'était la question par laquelle il fallait commencer, Oui. parce que ça nous permet de revenir à la question générale de la décentralisation. Malheureusement, on n'a plus que 4 Non, minutes. non, non, on n'a plus que 4 on peut minutes. le dire en 30 secondes. Merci. On n'est pas Merci. obligé de... On compte sur C'est votre pas forcément... c'est pas On compte sur forcément- votre concision. On oui. peut le dire en quelques secondes. L'un des problèmes de fond de notre pays, c'est que les frontières sont floues dans la répartition des tâches. Oui. Une ville, si on est dans une vraie décentralisation, le patron d'une ville, c'est le maire. Alors, Ce n'est pas quelqu'un On d'autre. n'a pas dit le contraire. Le sous-préfet est censé s'occuper, et c'est là où il faut faire attention, On n'a le pas dit sous-préfet contraire. est censé s'occuper des questions de police. Sécurité. Ça veut dire que les questions de Oh sécurité, my God. les questions de, si vous voulez, de surveillance du territoire, qui sont un aspect de la sécurité, relèvent du sous-préfet, mais en collaboration toujours avec le Avec le patron maire. de la ville qui est le maire. Il se trouve que
Ce qui s'est passé, ce qui se passe dans notre pays, ce qu'on est passé, il y a une loi sur la décentralisation qui est incomplète, qui n'est pas très bien rédigée, comme beaucoup de lois dans notre pays. Mais je pense qu'il y a un travail de préparation des autorités civiles, mais également de préparation des maires qui n'a pas été suffisamment fait par le gouvernement. Alors, 30 secondes pour vous relancer. On a vu justement comment les opérations se font, même avec la décentralisation qui s'est parachevée. On a les présidents de région qui sont installés par les gouverneurs, les sous-préfets qui sont les maires qui, à un moment donné, assistent et ont une certaine préance sur les maires. Est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie à ce niveau? Est-ce que ce n'est pas ça qui donne ce résultat? C'est ça le problème. Je me dit, c'est parce que c'est pas, les textes ne sont pas bien faits. Mais quand le maire parle, c'est lui le patron de la ville. Le président actuel de la République, mais qu'est-ce qu'il disait? Il rappelle souvent à son propre gouvernement. Vous avez 3 autorités légitimes. À l'époque où il le disait, il n'y avait pas encore les présidents de région. Et il n'y avait pas encore les sénateurs. C'est vrai. Il disait, il y a 3 responsables, 3 autorités légitimes dans le pays. Le président de la République, ne parlait pas de lui, parlait des institutions. L'institution, président de la République. Le président de la République, à l'époque, les députés, et Le maire. les conseillers municipaux. Parce que le Exactement. maire est d'abord. Et les conseillers municipaux. Donc, quand vous prenez ces 3-là, aujourd'hui, on va y ajouter les présidents de région. Le conseil régional. Voilà, et puis les sénateurs, le Sénat. Ces gens-là, le Cameroun est un État civil. C'est ces gens-là qui sont censés diriger le pays et les circonscriptions dans le pays. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier que le maire ne peut pas se substituer à, si vous voulez, à la défense nationale. Vous comprenez, à la sécurité nationale. Et donc, le sous-préfet qui est là, c'est lui qui assure ça. Parce que le maire, on suppose qu'on ne peut pas commencer à donner une force de police à tous les maires. Ça crée quelque chose qui n'est pas contrôlable. On ne peut pas donner une force de défense à tout le monde. Et donc, quand vous avez ça et que tout le monde le comprend, ça marche bien. Mais l'autre problème aussi, nous sommes dans un pays où on a trop d'ego. Vous êtes dans une ville qui est Loum. Vous êtes 2 plus hauts responsables de la ville. Vous n'êtes même pas dans une ville où il y a un gouverneur, un préfet et tout ça. Et donc, il y a tellement de types de pouvoir et finalement de gens beaucoup plus importants que vous, au point que vous vous demandiez est-ce que je dois faire ou pas. Vous êtes 2. Je crois que nous devons construire la République de la convivialité, la République de la concertation. Vous ne pouvez pas être un maire et un sous-préfet et vous en arrivez à ça. Mais malheureusement, si on a des la faute intellos du qui maire. vous démontrent que c'est des Enfermez-vous. sous-préfets sont des idiots. Vous permettez, docteur Marcel, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Enfermez-vous dans le bureau du sous-préfet ou dans le bureau du maire. Enfermez-vous là-bas, si vous voulez. Mais que cela ne sorte pas. Parce que c'est les 2 hautes personnalités de la ville. La gestion publique, c'est aussi l'image des institutions que vous renvoyez au peuple. Très bien. Et il est important que le peuple soit toujours rassuré par ses autorités. Donc, ce qui se passe à Loum, c'est pour moi juste symptomatique de ce qu'il faut arranger. Un gouverneur ne devrait pas installer un président de région. Merci, Un préfet ne devrait pas installer un maire. En réalité, un maire de ville, etc. En réalité, le problème que nous avons, c'est les textes dans notre pays. Mais là, spécifiquement, vraiment, ce que nous pouvons dire à ces 2 autorités. Pas de ça dans notre pays. Et je crois qu'il y a tout le monde qui a insisté ici sur la situation très particulière de cette zone. Oui. Donc, il faut faire attention. Et tout à l'heure, vous tous, vous étiez dans la stratégie du voleur de chevaux. Je vous accuse d'être le voleur de chevaux. Après, le temps que vous prouviez que ce n'est pas vous, dans tous les cas, je l'ai déjà dit. Essayons à chaque fois d'éviter de personnaliser les choses et surtout de dire tout le temps tous ces méfaits que les gens font. Ce que vous savez au SDF. Je crois que vous êtes du RDPC. Ouais. Et que vous avez un député ou quelque chose. Docteur, on va Il ne fait rien. Trouvez, on sort. Trouvez le temps. Non, vous deux. Vous pouvez vous ériger en conseiller. Vous pouvez demander à Guy ou à Il fait vous. quoi, Il ton vous député? dira ce que Il Gaza fait a rien. fait. Merci. Non, Merci. Vous n'allez pas me sucrer. Non, écoutez, Francis Eyela, on vous a retenu pour 30 secondes. On vous accorde ces 30 secondes et puis on sort de l'émission. Tout le monde. C'est un sujet assez important. Le sujet est le temps. Non, 30 une secondes, minute. Francis Eyela, on sort avec vous. Oui, c'était pour dire, et c'est par là que je sors, que
vous ne pouvez pas, en tant que sous-préfet, fût-il le responsable de la sécurité sur le territoire, prendre tout un peuple, tout votre peuple, et le mettre en cellule, qui vous allez administrer après. Puisque le maire est le représentant du peuple, tout ce peuple qu'il a élu. Quand vous le mettez, lui, en ça n'a cellule, aucune procédure. vous avez dit que vous avez enfermé tout le peuple. Et qui allait vous diriger après? Il ne devrait même pas pouvoir le faire. Alors, c'est une obsolescence, c'est un non-sens qui n'a pas de nom. Et ce genre de choses ne doit pas se reproduire. Oui. C'est pour cela que Non, nous si on pensons dit que que c'est bon. ces gens-là, qui dit que c'est font bon. des actes comme ça, à des endroits aussi sensibles, parce que nous sommes à la lisière, avec une zone en avec crise, une zone rouge, mais alors extrêmement dangereuse, sont ceux que je mets effectivement dans le diagisme politique que j'ai appelé tout à l'heure dans l'affaire Eneo et Socadel. C'est pas un nom Non, mais ça vaut le pesant d'or. Le complot de, il faut le dire, et nous y sommes déjà, ce coup d'État scientifique, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent opérer un coup d'État armé au Cameroun. Merci. Ils utilisent donc des moyens comme cela. Bien Mais sûr. une fois Juste que pour les chuter. populations sont Une seconde choquées, aussi. sont lancées, vous n'allez pas arrêter si l'étincelle Alors, jaillit de cette on a étincelle. Juste quand même- pour Faut chuter faire très de la attention. même manière Le chef qu'on de ne l'État peut- doit soustraire ce monsieur rapidement suis à d'accord. l'administration. Là, Permettez. le ministre de son calendrier. Respectons les Permettons. autorités. Non, vraiment, Respectons j'en suis les d'accord. autorités. Permettez. Je n'ai manqué Je de vous ai respect à écouté. personne. On ne peut pas Vous appeler l'avez le qualifié voyou d'idiot, une oh là autorité là. pour un voyou. Vous l'avez qualifié Que ce d'idiot soit sur le ce maire, plateau. ce qui C'est fait- un que ce soit manque le de maire ou respect. le Qui fait le sous-préfet. succès Permettez que je parle. du préfet C'est quoi un Diana, voyou? avec qui je travaille régulièrement, Il ne c'est le respecte pas fait la loi, qu'il c'est un voyou. respecte les Merci. autorités et ses congénères. Merci. Il Merci. respecte Merci. également Juste la une tradition. question, juste Pourquoi- un élément. Moi, c'est un Vous élément. vous inscrivez en faux contre le fait que le préfet mette le maire Je vous- en c'est cellule. pas le préfet, Je c'est le suis- sous-préfet qui l'a fait. Je suis d'accord avec vous. Et le préfet Mais n'a pas avec- apprécié. Oh là là. Merci. Est-ce que je peux terminer? Madame Alors, terminez, Mais en terminez. même Placez temps, le dernier je mot, vous le démontre dernier. qu'on a un maire qui met toutes les populations à longueur de journée Ce n'est dans pas le les débat. cellules. Bon, Merci. maintenant, Et c'est ça le alors, problème. je veux- non, Il faut en non, dire une quelque chose, chose. je ne veux pas, madame, Soyez Simon dit ça. objectif avec lié vous. à l'affaire. Madame C'est pas le Simon, débat, madame. pas Alors, lié vous à permettez, l'affaire. vous Madame- permettez. Madame- Vous permettez. Madame Oh là Simon là. pas dit ça. Oui. D'abord, elle fait comprendre qu'il y a un voix d'écart. Il y a eu 10 000 voix d'écart entre le maire Wabo et son rival. 10 000. 10 000 voix Son d'écart. rival, c'est qui? Maintenant, autre 10 chose 000 aussi. habitants, allô? Son rival, c'est qui? De quoi parlez-vous? Autre chose, De quoi parlez-vous? autre chose. Entre Tout à l'heure, Wabo et Kiki je vous de ai fait Paris, comprendre- c'est une je seule vous voix ai fait d'écart. comprendre Je vous dis ce que que je c'était un connais. problème Faut laisser- où Oh les là là. anglophones étaient Il y a 10 visés, 000 populations à nous. De taxés quoi parlez-vous? Merci. d'Amazoniens. Merci. Et Il raconte c'est ça quoi, là? qu'on vous dit que c'est eux qui sont visés. Merci Et quand beaucoup. l'étincelle, c'est quoi? Si ces gars bullent et que les gars qui sont là-bas Je vous se en prie, retournent et tes viennent hommes dans la nous maison, Alors, sont mieux. merci. c'est autre chose. Guepi, Merci, tes hommes Alex nous sont Guepi. mieux. Docteur, Et merci. ils prennent l'aspect sécuritaire. Docteur, Non. c'est bon. Juste Merci, pour Alex. le droit. Merci, 10 merci, en Alex. 10 secondes. Oui. En 10 Le droit. secondes. Je voudrais dire quand même une chose. Vous savez, en tant qu'homme politique, vous avez des choses que vous ne devez pas dire à la télévision. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je ne Donc, parle vous pas n'avez de pas vous. rendu Je compte. Ah, parle pas de d'accord. vous. Je ne donne pas. Je ne suis pas là pour... Réagissez juste à Allez-y, ça. allez-y. Il y a, en tant Non, il qu'homme est comme son politique, maire, je peux en vous tant rassurer. qu'homme Oh, c'est ça. politique, C'est- il y a Et- des et- choses... et- et- Pardon. Et Alors, tu es vous comme ton permettez, vous maire, Il nous permettez. reste 2 minutes à peine. Nous avons encore un sujet. Il y a des choses que nous devons éviter de dire à la télévision. Nous ne pouvons pas appeler des autorités voyous à la télévision. Nous ne devons... Ça peut arriver qu'on est en colère. Un homme qui ne respecte pas la loi. J'espère que le sous-préfet comprendra ça et ne réagira pas. L'autre va chose, réagir pourquoi? l'autre chose, l'autre Est-ce qu'il chose, respecte la loi? nous Mais ne tu fais devons pas pas, attention, maintenant, nous ne tu fais- devons pas, nous Tu ne donnes devons- l'éducation, nous non? ne devons- il y a Non, une loi non, qui non, condamne non, ça, vous ne le c'est savez peut-être pas. Docteur Il y a- Tiban, il y a une loi c'est qui pas juste de condamne ça. conscience. Non, c'est pas gentil ce que vous faites. Il y a C'est une pas ce que loi, vous faites. je vous Non, sauve, c'est pas je vous gentil, vous ne sauve. sauvez pas. Merci. Le Vous ne sous-préfet, sauvez personne. laissez-moi finir, Docteur, laissez-moi il y dire, avait- et il n'a Non, pas non. beaucoup de temps, laissez-moi finir. Vous La ne sauvez dernière personne, là. chose que je voudrais Sauvez dire personne, là. en une Faut arrêter phrase, ça. la dernière chose que je voudrais dire en une Monsieur phrase. Tiban, Vous sauvez comment personne, appelez il faut arrêter comment ça. vous appelez Merci. l'acte du sous-préfet? Merci, Vous appelez ça comment? merci, Est-ce que c'est loi? merci Francis parler- Eyala. Non, Vous appelez faut ça pas comment? Docteur D'abord, Marcel d'abord. Simo, merci Vous appelez cet infiniment. acte comment? Alex On parle Guepi, de merci. sécurité Docteur des Docteur populations Yambé Timba, auxquelles merci. le Faut maire arrêter ça. Madame, s'en messieurs, fout. Il faut le dire. nous vous disons merci d'avoir regardé ce programme. On vous donne rendez-vous dimanche prochain du dans le cadre voyouisme. d'un nouveau numéro de Accent 237. On l'a certainement dit, l'accent devait être grave, mais là, il est plus que très grave. Madame, messieurs, à dimanche.